Bien, 5 siècles. À peu près cela. Ouais. Merci Bernard, merci à la Société des Amis du Musée de l'Imprimerie et de la Communication Graphique de m'avoir invité pour donner cette conférence. Vous m'entendez bien? Bon, donc bonsoir à tous. Je vais effectivement ce soir vous présenter l'atelier du livre d'art de l'Estampe. Je pense que tout le monde connaît l'Imprimerie nationale ou en a entendu parler. Donc 2 mots simplement sur cette grande maison, et vénérable maison qui remonte donc à Richelieu, enfin à Louis XIII. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'Imprimerie nationale est une société anonyme, donc c'est toujours une société qui appartient à l'État français, 100%, et qui est devenue une société anonyme en 1994. Elle est spécialisée donc dans l'identité et les services numériques sécurisés, c'est-à-dire que toutes les pièces d'identité que vous avez sur vous sont réalisées à l'Imprimerie nationale. Donc les passeports, notamment les passeports biométriques, les cartes d'identité, les permis de conduire, toutes les cartes aussi à mobilité réduite. Donc tout est réalisé chez nous. Et également, nous travaillons non seulement pour l'État français, on imprime également un certain nombre de documents, encore quelques documents CERFA, les épreuves d'examen, de concours, et puis, brevet, bac. Et puis, nous réalisons également donc, des pièces d'identité pour une quarantaine de pays dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est une entreprise qui s'est largement internationalisée et donc une entreprise qui compte aujourd'hui 1500 salariés. Donc, c'est une entreprise assez importante qui se déploie sur plusieurs sites, notamment le siège est à Paris, mais là, je vais vous parler de l'atelier du livre, qui est un des départements de l'Imprimerie nationale, qui est finalement le cœur historique de la maison, puisque tout a commencé ici, au XVIIe siècle. Et j'ai pour habitude de dire que nous sommes la plus ancienne imprimerie encore en activité dans le monde, puisqu'elle a été créée en 1640. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'imprimeries qui peuvent se prévaloir d'une telle ancienneté. Les collections sont toutefois plus anciennes, puisqu'elles remontent à François Ier. Ce sont donc des collections qu'on va pouvoir découvrir au fil de cette conférence. Et ce sont des collections donc à la fois de pièces gravées, de poinçons et d'ouvrages, puisque nous avons à la fois un très bel ensemble de pièces gravées, qui sont surtout des poinçons typographiques, mais également des plaques d'illustration, des bois gravés. Et puis, nous avons également une bibliothèque donc riche de 35 000 volumes, qui sont donc des livres pour la plupart donc imprimés, édités par l'Imprimerie nationale au fil des siècles. Donc, cela dit, on va retracer tout de suite donc l'historique de cette vénérable maison. Il faut savoir tout d'abord que c'est en 1538 que la charge d'imprimeur du roi est créée par François Ier. Donc cette charge, elle va être confiée à un certain Néobard, et puis ensuite à Robert Estienne, assez connu puisqu'il a donné son nom à cette célèbre école donc d'art graphique à Paris. En 1640, donc, est créée l'imprimerie royale par Richelieu. Donc, on est sous Louis XIII. Cette imprimerie, elle est créée au Louvre. On l'appellera d'ailleurs souvent l'imprimerie du Louvre. Et elle va y rester jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution, où elle va devenir donc imprimerie de la République à partir de 1795. Pour devenir ensuite, en 1804, l'imprimerie impériale. Elle redeviendra imprimerie royale en 1815, imprimerie impériale en 1851, pour finalement prendre le nom d'imprimerie nationale en 1871. Voilà, ça c'est pour les différents noms de cette imprimerie, qui est aujourd'hui donc imprimerie nationale, qui est devenue en fait IN Group depuis l'année dernière, puisqu'elle a été rebaptisée IN Group pour répondre justement à
pour correspondre un petit peu à l'internationalisation de ses activités. Cette imprimerie, elle s'est installée donc au Louvre dès sa création, en 1640. Elle va y rester jusqu'à la Révolution. Et à ce moment-là, elle sera transférée à l'hôtel de Penthièvre, à Paris, toujours, où est actuellement implantée la Banque de France. Puis elle va être très vite transférée à l'hôtel de Rouen, en 1809, où elle restera donc jusqu'en 1921, donc pendant plus d'un siècle. Et puis le site de Douai ouvrira. Donc tout d'abord en 1921, elle sera transférée dans un nouveau bâtiment qui va être construit à cet effet rue de la Convention à Paris, dans le 15e arrondissement. Et en 1974 va ouvrir le site de Douai, qui va être une usine où seront imprimés un certain nombre notamment les fameux annuaires, mais aussi un certain nombre de documents comme les documents CERFA. Et puis l'imprimerie nationale, comme certains le savent sans doute, elle va quitter la rue de la Convention en 2006 pour aller s'installer à Douai et à Ivry. Ivry, ce sera l'atelier du livre d'art et de l'estampe qui va s'installer à Ivry. Et en 2014, cet atelier va rejoindre Douai, où nous sommes donc aujourd'hui, tout près de Douai, précisément. Ici, vous avez donc une vue de l'imprimerie du Louvre, l'imprimerie royale installée au Louvre, où elle va rester donc jusqu'à la Révolution. C'est une gravure qui est conservée au musée Carnavalet à Paris. Et c'est l'une des rares vues qu'on puisse avoir de cet atelier au Louvre durant une partie du XVIIe et tout le XVIIIe siècle. L'hôtel de Rouen, voici une vue de l'hôtel de Rouen. Alors, simplement une petite parenthèse sur l'hôtel de Rouen. Il est en réfection actuellement et il jouxte l'hôtel de Soubise. C'est là où sont installées donc les archives nationales. Et l'hôtel de Rouen devrait rouvrir en 2021-2022 pour des visites. Donc, il va s'inscrire dans le circuit de visite du musée des Archives nationales, ce qu'on appelle aussi le musée de l'histoire de France. Et donc, cet hôtel de Rouen est en travaux actuellement, mais il est en cours de rénovation. Et nous allons pouvoir réintégrer cet hôtel dans 2 ou 3 salles pour évoquer le riche passé de l'imprimerie nationale à l'hôtel de Rouen. Donc vous avez ici une vue de la cour de l'hôtel de Rouen avec vous connaissez peut-être la statue de Gutenberg qui trône au milieu de cette cour, qui va être transférée ensuite donc à la rue de la Convention. On le verra tout à l'heure. Ici, voilà les usines de l'imprimerie nationale implantées dans les jardins de l'hôtel de Rouen. L'hôtel étant occupé par des bureaux essentiellement. Et ici, vous avez donc la fameuse statue de Gutenberg qui trône maintenant au milieu des jardins de la rue de la Convention, donc que nous avons quitté il y a déjà près d'une quinzaine d'années, et où est installé actuellement donc le ministère de cet atelier qui se déploie sur 2000 mètres carrés et où nous avons regroupé toutes les machines qui ont été transférées de la rue de la Convention puis d'Ivry. Et nous avons à peu près une centaine de presses. Toutes ne sont pas encore en activité, mais on a à peu près la moitié qui sont en état de fonctionnement et dont on se sert au quotidien. Et puis énormément de matériel qu'on va voir au fil de cette conférence. Nous avons également implanté dans cet atelier une exposition, un espace d'exposition pour montrer l'histoire de l'imprimerie nationale à travers ses collections de pièces gravées, ses collections de livres, et puis également beaucoup de photographies qui montrent donc l'évolution de cette histoire. Vous avez donc une petite exposition qui se déroule avec une scénographie adaptée sur à peu près une centaine de mètres carrés. Donc on présente à peu près on va dire 150 pièces en tout.
Donc les savoir-faire, il faut savoir que l'imprimerie nationale a su maintenir des savoir-faire qui sont devenus pour certains même uniques, comme la gravure de poinçon. Et ces savoir-faire sont tous regroupés au sein de cet atelier. Je pense que c'est le dernier atelier, en tout cas en France, où on regroupe autant de savoir-faire dans le domaine de l'imprimerie. Nous allons donc je vais vous les présenter très, très rapidement. On a donc le dessin et la création de lettres. Alors ici, vous avez Franck Jalot, qui est notre concepteur de caractères et créateur de lettres, qui donc crée des caractères. Il en a créé un récemment, c'est le salamandre. C'est celui-ci que je vais vous montrer. Et il numérise également tous les caractères, tous les poinçons latins et orientaux de l'imprimerie nationale. Donc il a déjà numérisé l'ensemble des caractères latins. Là, il s'est attaqué aux caractères orientaux et ils sont nombreux. Voilà également une réinterprétation du Romain du Roi par Annie Bossel, qui est notre graveur de poinçon, qui a donc réinterprété ce fameux Romain du Roi, qui est le caractère gravé par Grandjean pour Louis XIV, qu'on verra tout à l'heure. Et puis voilà le salamandre, donc, qui a été créé par Franck Jalot, donc, qui est le huitième, en quelque sorte, le huitième caractère historique de notre maison. Je vous présenterai les 8 caractères tout à l'heure. Vous avez également, alors là, nous collaborons aussi avec des institutions comme le Centre national des arts plastiques, qui a lancé une commande publique pour la réalisation d'un caractère téléchargeable gratuitement. Ce sera le faune. Alors j'ai le plaisir je suis heureux de voir qu'Alice Savoie est présente parmi nous ce soir. Alice Savoie, qui est une Lyonnaise et qui a donc créé qui est la lauréate de ce concours et qui a créé ce caractère faune à partir qui s'inspire de nos collections, notamment de la description certains volumes de la description de l'Égypte et certains volumes de l'histoire naturelle de Buffon. Donc elle s'est inspirée de ces 2 ouvrages pour créer ce caractère qui est très, très intéressant. Vous pouvez voir ici donc les différentes variantes de ce caractère typographique, donc créé par Alice Savoie en 2018. Il a été, je crois, présenté, oui, en 2018. Il a été lancé en 2018. Il est téléchargeable aujourd'hui sur vos ordinateurs. Et nous avons été partenaires donc de cette opération, de ce concours lancé par le Centre national des arts plastiques. Donc c'est aussi l'une de nos activités, c'est de susciter des partenariats avec des institutions. La gravure de poinçon, ici, c'est donc un deuxième savoir-faire que nous conservons précieusement dans notre atelier, puisque il est pratiquement, il n'y a plus qu'à l'imprimerie nationale qu'on maintient cette activité de gravure de poinçon. Donc ici, vous avez les différents outils qui servent à graver un poinçon. Vous voyez qu'ils sont nombreux et variés et que c'est un métier de très haute précision. Donc la gravure de poinçon, il faut savoir qu'un poinçon typographique nécessite énormément de savoir-faire. Vous avez ici donc la présentation d'un poinçon on part en fait d'un barreau, un barreau d'acier ou une tige d'acier à l'extrémité de laquelle on va graver une lettre, le caractère donc, qui va servir ensuite à réaliser une matrice. Vous avez ici sur la partie... Vous avez un exemple de matrice en cuivre. Donc on va emboutir avec ce poinçon et c'est dans cette matrice qu'on va donc mouler les caractères avec du plomb. On va injecter du plomb en fusion dans ces matrices pour obtenir donc des caractères en plomb. Alors c'est pas du plomb, c'est un alliage de plomb et d'antimoine et d'étain. Enfin il y a surtout, c'est à 92%, c'est du plomb. Et donc il s'agit donc de... Donc vous avez ici Nelly Gable, qui est maître d'art, qui a donc bénéficié de ce dispositif de maître d'art lancé par le ministère de la Culture au début des années 90 et qui permet à un artisan de transmettre son savoir-faire
à une jeune artiste ou un jeune artisan. Et Nelly Gable a été nommée maître d'art, donc sur nomination, sur proposition de l'Institut national des métiers d'art. Et Nelly Gable a été nommée maître d'art en 2013. Et elle a été chargée de former donc une jeune élève qui est Annie Bossel, que vous voyez ici, qui a pris la suite de Nelly Gable, puisque c'est une formation qui s'est déroulée sur 4 ans. Nani est diplômée de l'école Estienne en gravure taille douce, parce qu'il n'y a pas de formation en gravure de poinçon en France. Et il n'y en a jamais eu d'ailleurs, je crois. Mais il y a il faut tout de même connaître les principes de la gravure. Et Annie a donc un diplôme, un DMA de gravure en taille douce. Et elle a donc elle a appris la gravure de poinçon dans la foulée avec Nelly. Et elle a pris la suite de Nelly Gable, puisque Nelly Gable est partie à la retraite depuis maintenant 4 mois. Et c'est donc Annie qui officie dans cet atelier de gravure. Donc vous avez ici les différentes étapes de la gravure d'un poinçon. Vous avez donc le tracé de la lettre sur la tige en acier. Vous avez ensuite, donc, une fois que la lettre est tracée, avec à l'aide d'une lime, on biseaute l'extrémité de cette tige, et puis on commence à creuser la lettre, ce qu'on appelle creuser la lettre avec une échoppe, c'est-à-dire on essaye de dégager, on dégage la lettre, la forme de la lettre à l'extrémité de ce poinçon, qu'on va ensuite durcir en le mettant dans un four qu'on va porter à 450 degrés, et puis on va donc obtenir un poinçon en acier trempé, donc très très dur, qui va permettre d'emboutir donc cette pièce de cuivre. Donc vous avez ici donc le tracé à l'extrémité de ce qu'on appelle le tracé de la lettre, à l'extrémité de cette tige de plomb. Ici vous avez donc la gravure à l'échoppe, la gravure de la lettre. Donc on creuse la lettre, vous voyez qu'on creuse la lettre pour la faire ressortir en relief. Et on a ici donc une gravure à l'échoppe de manière... on arrive là, elle est en train d'affiner sa lettre à l'échoppe. Et puis nous avons ici un exemple de poinçon. Alors il s'agit ici d'un poinçon japonais, qui a été gravé par Nelly Gable. Alors la frappe des matrices à l'imprimerie nationale, on a maintenant, avant frappé bien sûr les matrices du temps de Gutenberg, c'est des techniques qui ont été mises au point par Gutenberg, tout cela. Et les matrices étaient frappées au marteau autrefois dans la matrice, dans la pièce de cuivre. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de matériels, de machines qui permettent d'emboutir les matrices de manière plus rapide et plus précise. Donc on a plusieurs machines pour emboutir ces matrices, comme vous pouvez le voir. Une fois la matrice emboutie, il va falloir rectifier la matrice et qu'elle soit bien plate. Vous voyez, c'est un travail quand même assez long. Une matrice, il faut quand même un poinçon. La réalisation d'un poinçon, d'une matrice, il faut quand même un certain temps pour... tout dépend de la complexité de la lettre, mais ça peut aller de 3 jours à 15 jours pour réaliser une seule lettre. Une fois que la matrice est réalisée, donc, on va passer au stade de la fonte. Donc on a un atelier de fonderie mécanique à l'imprimerie nationale, à l'atelier du livre, où nous avons différents types de fonte. On a ici donc la fameuse fonte avec le moule à arçon qui a été mise au point par Gutenberg, et donc dans lequel on glisse, donc on positionne la matrice, on y injecte avec une petite louche qu'on appelle un pochon, on injecte du plomb en fusion et on obtient donc un caractère en plomb. Donc ça, c'est la méthode vraiment traditionnelle mise au point par Gutenberg au milieu du XVe siècle. Alors on a un certain nombre de moules à arçon, on a une très grande collection de moules à arçon à l'imprimerie nationale. Ensuite, donc là, on voit comment on procède au moule à arçon. Donc, on injecte le plomb en fusion donc dans la matrice qui est placée dans ce moule.
Vous avez ensuite, donc, on obtient ce caractère. Et donc les caractères que vous voyez devant, là, sont donc des caractères qui viennent de sortir du moule à Arçon. Ici, aujourd'hui, on n'utilise plus cette technique, si ce n'est pour faire des démonstrations. On utilise une machine qui s'appelle, c'est une machine allemande, la Cuco, qui permet d'obtenir des lettres de fondeur, c'est-à-dire des lettres pour la composition typographique en série. Donc, c'est une machine qui produit des lettres en série, mais qui demande quand même une certaine maîtrise. On utilise également dans cette fonderie, dans cet atelier de fonderie, une monotype. Donc c'est une machine, une fondeuse-composeuse qui a été mise au point tout à fait à la fin du 19e siècle, qui est munie d'un clavier et qui permet donc de fondre et de saisir du texte et puis de fondre et de composer à la fois. Donc ici, on a donc ce clavier sur lequel notre compositeur est en train donc de composer le texte. Ce texte va être transmis à une bande perforée sous forme binaire. Et cette bande perforée que vous voyez ici va permettre donc, elle va être positionnée ensuite sur la monotype. Et la monotype, elle est munie d'un porte-matrice où tous les caractères d'une police de caractères figurent. Et c'est dans cette police que vont être fondus les caractères qui vont ensuite, donc selon la bande perforée, va donc commander, si vous voulez, la fonte et la composition à la fois. Donc ici, vous avez une vue d'ensemble de cette monotype qui est munie également, bien sûr, d'un creuset avec du plomb en fusion, parce qu'elle est alimentée par du plomb en fusion. Et ici, on a notre fondeur qui est en train d'œuvrer sur cette monotype. Ici, vous voyez les caractères qui viennent d'être fondus et qui viennent d'être composés. Donc là, on obtient des lignes entières de texte. C'est la machine qui produit cela. Et aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, on pilote cette machine à l'Imprimerie nationale avec un système qui est importé des États-Unis, enfin, mis au point par un ingénieur américain et qui permet donc de piloter notre monotype à partir d'un ordinateur. Donc ça, c'est tout récent et c'est très novateur. On est les deux à utiliser ce système de pilotage en Europe. Il n'y a plus beaucoup de monotypes non plus en Europe, malheureusement. Vous avez ici, donc, une fois que la composition est réalisée, on obtient une galée sur monotype. Vous avez ici l'exemple de cette galée. On va passer maintenant à la composition typographique. Alors, on a bien d'autres machines dans notre atelier de fonderie. On a notamment une linotype, on a une typographe, mais je pense que le mieux, c'est que vous veniez voir vous-même, vous veniez visiter notre atelier pour qu'on vous montre toutes ces machines. L'atelier de composition typographique, donc nous avons 2 compositeurs qui travaillent. Ici, vous voyez, c'est un espace assez spacieux où nous avons donc les cases de caractères d'un côté, puis de l'autre côté, vous avez les rangs où on compose, où nos compositeurs composent leur texte. Ici, vous avez tous les caractères qui sont en réserve. Alors, il faut savoir qu'à l'Imprimerie nationale, on a toujours utilisé du caractère 9 pour nos compositions, à l'inverse des autres imprimeurs qui, malheureusement, ne disposent pas d'autant de caractères que nous et qui sont obligés de réutiliser leurs caractères. Là, à l'Imprimerie nationale, on a toujours utilisé du caractère 9, donc on va piocher dans des réserves qui sont assez considérables. Vous voyez ici une partie de ces réserves de caractères aussi bien latins qu'orientaux. Et vous avez ici donc nos meubles de rangement pour nos cases de caractères. On a à peu près 500 ou 600 cases comme ça qui sont remplies de caractères prêts à l'emploi, aussi bien pour de l'oriental que du caractère latin. On peut composer aussi de la musique. Donc on compose toutes sortes dans différents alphabets. Donc voilà, vous avez ici donc les cases de caractères qui sont donc prêts à l'emploi pour les compositeurs. Il faut savoir aussi qu'on utilise à l'Imprimerie nationale
on a notre propre casse typographique avec notre propre unité de mesure typographique. C'est le point IN, le point pour les spécialistes qui connaissent l'unité de mesure qui est utilisée en imprimerie, c'est le point Didot. Nous, on utilise un autre point, c'est le point IN. Donc, il y a quand même une petite variante entre le point IN et le point Didot. Ici, vous avez donc la composition, donc lettre à lettre, hein, et à l'aide d'un composteur. Le compositeur va donc chercher ces lettres dans des castins de la casse, des petits castins où sont rangés ces caractères, et donc il va composer son texte à l'aide d'un composteur, comme ici. Donc il va composer plusieurs lignes à la fois, et vous avez ici plusieurs caractères qui sont rangés dans ces castins. Et ici, notre compositeur est en train de caler des galets pour faire une forme qui va être placée sur la presse pour être imprimée. Donc ici, vous avez différentes galets, des épreuves imprimées avec des jeux typographiques que notre compositeur a réalisés donc à titre d'exercice. Donc l'impression typographique, nous la réalisons donc sur des presses. Alors, on a ici une impression on fait une impression sur la presse à épreuve. C'est une presse qui nous sert pour des démonstrations surtout, mais on imprime également sur des vraies machines, des machines à cylindres. Ce sont donc, on a différents types de machines qui sont des Heidelberg. Donc des presses à platine, des presses à cylindre. On utilise à peu près avec différents formats. On doit utiliser à peu près une vingtaine de presses dans notre atelier, donc pour différents formats. Et ces presses, on s'en sert au quotidien. On a également de la taille douce, on fait aussi de l'impression taille douce. On a 2 presses en taille douce, dont cette presse qui est du XVIIIe siècle, sur laquelle ont été imprimées des gravures de Corot, de Whistler et d'autres. Et donc, nous avons un imprimeur taille doucier qui réalise des gravures en taille douce sur cette presse. On a 2 imprimeurs en tout, on a 2 imprimeurs typographes. Celui-ci est également imprimeur typographe, mais il est également imprimeur taille doucier. Donc quand on a une activité en taille douce, on a des images à tirer en taille douce. Ce monsieur, cet artisan, donc s'en charge. Donc on peut imprimer un livre de A à Z en quelque sorte, jusqu'à la reliure. Ici, vous avez donc un exemple d'impression taille douce à l'aide d'une plaque de cuivre. Donc on a énormément de plaques de cuivre en stock. Enfin, on conserve un très grand nombre de plaques depuis la création de l'imprimerie nationale. Pas toutes, malheureusement. La description de l'Égypte, par exemple, nous n'avons pas les plaques de la description de l'Égypte qui ont été confiées à la calcographie du Louvre. Mais on a un très grand nombre de plaques qui sont conservées dans nos collections. Et on a reproduit notamment la pierre de Rosette en taille douce à l'aide donc d'un document d'époque. Mais on va revenir à la typographie avec le fameux Romain du Roi. Alors avec nos différents caractères, les différents caractères latins. Là, on va parler de caractères latins qui sont donc des caractères qui ont été créés depuis la création de l'imprimerie nationale jusqu'à nos jours. Donc, le Romain du Roi, c'est l'un des premiers caractères. Alors, il y a eu le Garamond, c'est vrai que je ne sais pas si on va vous présenter le Garamond, mais je vous le présenterai tout à l'heure. Le Romain du Roi, c'est notre caractère fétiche. Il a été gravé donc, par Philippe Grandjean. On y reviendra tout à l'heure. Et ici, je voulais vous montrer cette recherche du Romain du Roi, de la gravure du Romain du Roi en taille douce. Alors, c'est des recherches qui ont été inspirées par les travaux de la commission Jojon, qui va essayer de théoriser mathématiquement et géométriquement cette typographie à la demande de Louis XIV. C'est un caractère qui va être donc redessiné et gravé entre 1694 et 1714 par un certain Philippe Grandjean, qui est graveur de Poinçon, et par Louis Simoneau. On y reviendra tout à l'heure au Romain du Roi. Donc voilà cette construction de la lettre, très géométrique, très mathématique, comme vous pouvez le voir. Et il y aura également des plaques en taille douce qui vont être gravées, sur lesquelles on va graver des typographies exotiques et imaginaires qui vont être gravées donc par un certain Pierre de Rochefort.
Alors, ce sont des planches c'est des planches qui devaient être reproduites dans la description des arts et métiers, qui était un projet de Colbert. Et le volume sur la typographie, l'imprimerie n'a jamais vu le jour. Mais tous les cuivres sont aujourd'hui conservés dans nos collections, cabinet des Poinçons. Et vous avez notamment donc des plaques de tous ces alphabets. On a fait un tirage de ces plaques récemment, il y a quelques années. Et donc, on propose ces plaques, ce sont des grands formats. Donc, on propose non pas les plaques, mais les tirages de ces plaques. Donc, on a fait un tirage limité et on les propose donc à ceux que ça intéresse. Donc, on a un certain nombre d'alphabets comme ça qui ont été gravés donc sur plaques de cuivre, que ce soit des alphabets imaginaires ou exotiques, comme je vous l'ai dit. Donc ici, on a l'alphabet, par exemple, du Japon. Ici, les alphabets illyriens, les alphabets dalmatiques. Voilà. Alors, les collections, aujourd'hui, les collections, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la constitution de nos collections. Il faut savoir que les collections de l'Imprimerie nationale sont parmi les plus importantes au monde en matière de typographie, puisqu'on conserve 700 000 pièces gravées, dont 500 000 sont classées au titre des monuments historiques. Donc parmi ces 700 000 pièces gravées, nous avons donc 230 000 poinçons en acier, 151 000 matrices en cuivre, plus de 100 000 caractères gravés sur bois, 300 tonnes de caractères typographiques, 2500 fers adorés, 3000 cuivres en taille douce, 1300 bois gravés d'illustration. Donc c'est un ensemble considérable. Et dans le détail, donc, les poinçons se décomposent entre les caractères latins, donc 230 000 poinçons latins, avec nos 7 caractères exclusifs, et 230 000 caractères orientaux, qui nous permettent de composer dans plus de 65 langues. Donc, on y reviendra à ces caractères orientaux. Ce sont les grecs du roi, des hiéroglyphes, de l'araméen, de l'hébreu, de l'arabe, du brahmi, et bien d'autres. Et puis, nous avons également des poinçons pour graver des médailles, et puis des poinçons pour graver faire de la notation musicale, pour graver des notes de musique. Nos caractères latins exclusifs, je vous ai dit 7 caractères latins, il y en a un qui vient de s'ajouter, mais il n'a pas été réalisé en poinçon pour l'instant, c'est le salamandre. Mais nous avons donc le romain de l'université, qui est en fait une adaptation du Garamond, qui a été gravé par Jean Janon en 1641, donc pour l'Imprimerie nationale. Le romain du roi, gravé par Philippe Grandjean. Le Luce, qu'on appelle aussi type poétique, qui a été gravé par Louis-René Luce. Donc la gravure s'est achevée en 1773. Le Didot millimétrique gravé par Firmin Didot en 1811. Les types de Charles X qui ont été gravés par Marcellin Legrand entre 1825 et 1832. Le Jaujon qui a été gravé par Hénaf, en fait c'est un retour aux sources du Romain du Roi, puisque Grandjean avait fait une libre interprétation du Romain du Roi et il l'avait adapté à sa façon. À la fin du 19e siècle, on va demander au graveur Hénaf, au début du 20e, pardon, on va demander au graveur Hénaf de revenir aux fondamentaux du Romain du Roi, et donc il va graver un Romain du Roi qui malheureusement n'est pas très utilisé, il n'est pas forcément, c'est pas un caractère qui est facile d'emploi. Le Gautier, c'est un caractère qui a été créé donc dans la seconde moitié du XXe siècle, et puis on va voir tous ces caractères tout de suite. Et puis le salamandre donc de Franck Jalot qui vient d'être gravé, qui est un caractère numérique pour l'instant. Le cabinet des Poinçons, donc voilà le cabinet des Poinçons où sont conservées toutes nos pièces gravées, nos 700 000 pièces gravées. Donc comme vous pouvez le voir sur des étagères, rangées, les Poinçons sont rangés dans des boîtes comme celle-ci, en bois. Donc on a en général une police par boîte. Donc c'est très lourd à manipuler et ces boîtes sont fermées bien sûr. Voilà un exemple de boîte. Et puis voilà un exemple de poinçons, donc les fameux Grecs du roi qui sont connus parce qu'ils ont été gravés donc, par Claude Garamond à la demande de François Ier
Et c'est Robert Estienne, en fait, c'est à Robert Estienne que François Ier va s'adresser pour la gravure de ces caractères grecs. Et c'est donc Claude Garamond. Robert Estienne va s'adresser à l'un des plus grands graveurs de l'époque, Claude Garamond, qui avait déjà gravé une police latine, qui va graver donc ces fameux grecs et qui va s'inspirer pour la gravure de ces fameux grecs d'un manuscrit d'Ange Vergès, qui était le calligraphe qui officiait chez Aldémanus. Donc ici, on a le manuscrit également d'Ange Vergès dans nos collections, qui a servi donc à la réalisation, à la gravure de ces Grecs du roi, qui est le trésor absolu de notre collection de poinçons. Voici le Romain de l'université, ou qu'on appelle aussi le Garamond, qui n'est pas le Garamond d'origine, mais qui est une adaptation du Garamond par Jean Janon, donc en poinçons et en matrice. Vous avez les poinçons et les matrices ici. Donc voici ce que donne le Garamond. Donc je vous laisse lire. Donc qui a été, il faut savoir que 12 nouveaux corps ont été gravés par Hénaf au début du XXe siècle. Donc c'est une histoire sans fin. Hein. Les caractères, la gravure de poinçons, ça n'en finit jamais, comme vous pouvez le voir, puisque plus de 3 siècles après, on continue à graver ce Garamond. Et vous avez ici donc un exemple de Garamond, de composition en Garamond. Le Romain du roi, donc c'est... alors, le Garamond, il a été, je vous le rappelle, il a été gravé donc au tout début de la création de l'imprimerie royale. On est bien sûr au XVIIe siècle, donc c'est l'imprimerie royale. Et ce Garamond a servi pendant une bonne partie du XVIIe siècle. Et Louis XIV va vouloir un caractère à sa gloire, et puis un caractère aussi pour un nouveau caractère, parce que le Garamond commençait à s'user. Et puis il fallait renouveler. Donc il a commandé un caractère, donc Louis XIV, à son ministre Colbert, qui va s'adresser à la commission des sciences. Et c'est la commission des sciences qui va mettre en place une commission, l'Académie des sciences, qui va mettre en place une commission, la commission Jaujon, qui va être chargée donc d'étudier le dessin d'un nouveau caractère. Ce sera le Romain du roi. Vous avez ici donc les poinçons, 3 poinçons du Romain du roi, qui va être gravé en 21 corps différents, du corps 4 au corps 21. Et ça va être, ça sera un caractère qui nous sert encore, dont on se sert beaucoup, qui est très demandé par les artistes aujourd'hui encore. Donc c'est un caractère qui va connaître une certaine postérité. Voilà le Romain du roi, donc avec ses ligatures, justement, ses caractères ligaturés. Et voilà le Romain du roi, avec le tracé de ce caractère, donc sur fond millimétré, qui va permettre donc on est vraiment là on rentre dans une nouvelle ère de la typographie avec le Grand Jean, puisque jusqu'à présent, donc les créateurs de caractères étaient surtout des calligraphes qui créaient des caractères un peu à main levée, il faut bien le dire. Là, avec le Grand Jean, on arrive donc à une création de caractères extrêmement précise, avec une approche géométrique, mathématique. Et ici, vous avez donc un texte imprimé en romain, composé en Romain du roi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui. Le lus, c'est un caractère donc, qui a été... Alors, c'est au siècle suivant que le lus va apparaître. C'est un caractère qui va être gravé à la demande de Louis XV. Donc, on passe à un autre siècle, un autre règne, celui de Louis XV, qui va s'adresser donc à un graveur qui s'appelle Louis-René Luce, pour graver un nouveau caractère de type poétique. Donc voilà les poinçons du luce. Là, c'est le corps 20 italique, parce qu'on grave toujours en... Vous savez que l'italique est apparu donc, au début du XVIe siècle, et on grave toujours les caractères en romain et en italique.
Donc il y a toujours dans une police d'italique, une police de romain, ce qui fait qu'il y a beaucoup de caractères en fait. Et il y a toute la ponctuation, il y a également les accents. Enfin, une police de caractères, ça peut comprendre de 150 à 250, 300 même poinçons. Hein. Donc c'est très long à graver. Et le Grand Jean va mettre plus de 20 ans pour graver son caractère. Il n'aura pas fini d'ailleurs, puisque la gravure du Grand Jean va se terminer sous Louis XV. Donc beaucoup plus tard, près de 30, 40 ans plus tard. Et c'est Luce qui va d'ailleurs terminer la gravure du Grand Jean. Donc Luce va donc graver un nouveau caractère, c'est les types poétiques qu'on voit ici, les poinçons. Luce va être amené également à graver des vignettes, parce qu'on est au XVIIe siècle, et c'est au XVIIIe siècle, et c'est la mode de l'ornement dans le livre. Les ornements typographiques vont se répandre dans les livres, et Luce va être amené, donc on va lui commander des ornements typographiques. Il va en réaliser énormément. Et nous avons d'ailleurs un spécimen d'ornement typographique qui est assez épais, qui montre l'importance du travail de Luce dans ce domaine. Donc ce soit les ornements typographiques, ça peut être des bandeaux, c'est des culs de lampe, c'est des vignettes, enfin toutes sortes d'ornements qui vont donc ponctuer le livre, la mise en page des livres. Ici vous avez donc un exemple de composition en Luce, ou type poétique. C'est un caractère qui va pas, bizarrement, qui ne va pas être très utilisé au XVIIIe siècle, qui reviendra à la mode plus tard. Ici, vous avez donc le Didot de l'empereur. Alors, bien sûr que Napoléon a voulu aussi son propre caractère, tout comme Louis XIV avait voulu le sien. Donc, il va faire graver, l'empereur va faire graver donc un caractère. Il va s'adresser à Didot, qui est le chef d'atelier, le chef de la fonderie de l'imprimerie royale, impériale à l'époque. Il va lui demander donc la création d'un nouveau caractère. Ça sera donc le Didot de l'empereur, qu'on appelle plutôt le Didot millimétrique chez nous. Donc le Didot millimétrique, le voici. Il ne va pas être très utilisé non plus. Voilà un exemple de composition Didot millimétrique. Et il servira donc à imprimer notamment le livre du couronnement, du sacre et du couronnement. Je crois que c'est le seul usage qui a été fait de ce caractère en ce début du XIXe siècle. Alors, un autre caractère va apparaître sous la Restauration, notamment sous Charles X, c'est le Marcellin le Grand. Le Marcellin le Grand, qui est un caractère donc gravé par Marcellin le Grand, comme son nom l'indique. Ici, vous avez donc un corps, je crois que c'est un corps 64, voilà. Donc il va être gravé dans différents corps. Oui, je me suis trompé, le Grand Jean, tout à l'heure, il a été gravé en corps 4, c'est le plus petit caractère, au corps 120. Je me suis trompé, je vous dis 21, c'était le 120. Un très gros, on ne peut pas aller au-delà du 120. Le Marcellin le Grand va être gravé également dans une quinzaine de corps. Et vous avez ici un exemple de ce Marcellin le Grand, donc, qu'on appelle aussi type de Charles X, puisqu'il a été gravé sur Charles X. Enfin, terminé de graver sur Charles X, et un exemple de composition en Marcellin le Grand. Donc le jaujon, c'est un caractère qui est qui va être gravé par Hénaf, qui va être donc qui est une réadaptation, comme je vous le disais tout à l'heure, du Grand Jean. Et on va revenir aux fondamentaux du Romain du Roi. On va vouloir vraiment se baser sur les tracés qui ont été établis par la commission Jaujon. C'est pour ça qu'on l'appelle le Jaujon d'ailleurs. Et donc on va graver ce caractère strictement sur cette base-là, sur le tracé de la commission Jaujon. Et donc on va obtenir un caractère qui ne va pas être très apprécié. Enfin, on l'utilisera très peu, le Jaujon. Donc voilà un exemple de composition en Jaujon. Et puis le Gautier. Alors le Gautier, c'est un caractère donc sans empattement qui est de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle.
qui va être gravé par Louis Gauthier, donc, qui est un chef d'atelier de l'imprimerie nationale, et qui va être amené donc à graver notamment ce caractère. Donc, un exemple de, voilà, de gravure en Gauthier, de composition. Et alors le salamandre, qui n'a pas fait l'objet donc de gravure de poinçon pour l'instant, mais je vous informe que nous avons notre graveur de poinçon qui attelle et qui commence à graver donc le salamandre, qui va commencer à graver le salamandre, tout comme elle va également commencer à graver le faune. Elle va proposer le faune dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est en train de graver quelques lettres du faune et quelques lettres du salamandre. Donc, c'est son savoir-faire aussi qu'elle met à l'épreuve. Nous avons également d'autres types de poinçons non latins. Ceux-là, alors on va les voir rapidement, ce sont des poinçons de hiéroglyphes. Alors il faut savoir que plus de 4000 poinçons hiéroglyphiques ont été gravés en 3 corps entre 1842 et 1852. Donc on doit être l'une des rares imprimeries à être équipée de poinçons hiéroglyphiques. Vous avez ici donc un détail des poinçons de hiéroglyphes avec donc des dessins, parce qu'à chaque fois qu'on grave un poinçon au préalable, on le dessine. On dessine le poinçon. Donc on a 4000 caractères, 4000 caractères hiéroglyphiques qui ont été dessinés au préalable. On a conservé ces 4000 dessins qui ont servi à la gravure de ces poinçons. Donc vous avez ici un détail de ces... alors là, ce sont des fumées, ce sont les poinçons et les matrices. Donc on nous les demande souvent pour des expositions, les poinçons hiéroglyphiques, parce qu'ils sont assez rares. Et puis il y a également dans nos collections ce qu'on appelle les buis du Régent. Ce sont des bois gravés chinois, enfin des idéogrammes chinois qui ont été gravés donc, sous la Régence, donc à partir de 1715 jusqu'en 1724, je crois. Et on a 86 000 caractères, idéogrammes chinois qui ont été gravés sur buis, comme ça. On a donc à peu près 420 tiroirs qui contiennent ces 86 000 caractères chinois, qui ont servi notamment ces caractères. Vous voyez ici ces caractères qui ont été gravés à Paris, sur les conseils de spécialistes, qui ont servi notamment à l'impression d'un dictionnaire chinois-latin français, que vous pouvez voir ici, et qui a servi également à imprimer une grammaire française et chinoise. Donc ce sont bien sûr des poinçons qui sont aussi classés au titre des monuments historiques. Alors on a également des caractères en bois pour affiches, on en a 15 000 en tout. Alors ceux-là n'ont pas encore été inventoriés. On a encore un gros travail d'inventaire à réaliser sur ces caractères en bois. On parlera des inventaires tout à l'heure. On a des poinçons arabes, énormément on a 13 caractères d'arabes différents, 13 arabes différents, donc 13 poinçons d'arabes différents. Vous avez ici un exemple de ces poinçons. On a un arabe des 4 évangiles, par exemple, du XVIe siècle. On a aussi des poinçons de Ninivite. Le Ninivite, c'est le poinçon, c'est le caractère des Mésopotamie. Donc c'est ce qu'on appelle le cunéiforme aussi. Donc on a des poinçons de cunéiforme en très grand nombre dans nos collections. On a des poinçons syriaques, des poinçons tamouls. Mais on a aussi du touareg, on a aussi énormément d'autres poinçons orientaux, de l'hébreu, de l'araméen. Enfin, j'en passe, c'est des collections qui n'en finissent pas. Et puis, on a aussi une collection donc, de poinçons musicaux pour la notation musicale. Une collection notamment qui vient de l'imprimerie Tenturi, que nous avons racheté la collection quand cette imprimerie a fermé. Elle est composée, donc, cette collection de 30 000 pièces pour la composition musicale. Et vous avez ici, on a racheté également des instruments qui servaient à réaliser ces partitions musicales. Voilà. Pour le tracé, notamment des portées. Donc ici, vous avez également des poinçons de musique.
Donc il faut savoir que les poinçons musicaux, certains de ces poinçons étaient frappés directement sur une plaque. Donc c'est encore une autre technique, c'est pas forcément. Alors vous avez aussi une technique de notation musicale de manière qu'on imprime de manière traditionnelle, avec en typographie, mais là c'est donc en taille douce, puisqu'on on grave une plaque en fait, en quelque sorte. Ici, vous avez donc des tiroirs de matrices pour vous montrer à quoi ressemble un tiroir dans lequel sont rangées ces matrices. Et on a des milliers de matrices qui sont rangées, qui sont en cours d'inventaire. Voilà, de près, vous voyez à quoi ressemble une matrice. Ce sont des matrices de Gautier. Et puis les vignettes d'ornement dont je vous parlais, les vignettes de Luce. Vous avez ici un certain nombre de vignettes qui ont servi à l'ornement typographique des livres au XVIIIe siècle. Il en a gravé énormément. Et nos graveurs de poinçons réalisent également des créations comme cette haute voltige des signes, qui est une création de Nelly Gable à partir de nos collections, et dans laquelle elle a concentré une partie de nos collections, c'est-à-dire elle a synthétisé. On peut y voir des hiéroglyphes, des poinçons hiéroglyphiques. Elle a utilisé également les différentes matières qui sont utilisées en imprimerie, à la fois l'acier, le cuivre, le plomb. Voilà, tous ces matériaux qui servent à réaliser donc un caractère typographique. Et elle a utilisé aussi des caractères orientaux pour cette création, notamment les Grecs du roi, mais également une vingtaine d'autres caractères orientaux. Alors, les presses, on a également énormément de presses dans notre atelier. On en a une centaine en tout, enfin, toutes ne sont pas en activité et toutes ne sont pas en état de marche, mais nous avons à la fois des presses d'imprimerie, que ce soit des presses typographiques, de taille douce, de lithographie, des presses à percussion pour la reliure, des presses à dorer, des presses à balancier pour la dorure. Et en matière de presse typographique, on a notamment cette presse typographique calquée sur celle de Gutenberg et notamment sur celle du musée de Lyon, parce que en fait, l'ébéniste qui a réalisé cette presse il y a à peu près une trentaine d'années s'est inspiré de la presse conservée au musée de l'imprimerie de Lyon. Et nous avons donc cette presse en exposition dans notre atelier pour rappeler les origines de l'imprimerie. On a également cette presse d'Anisson à un coup. Alors c'est une presse qui a été mise au point par un ancien directeur de l'imprimerie royale en 1783. Et c'est une presse révolutionnaire pour l'époque, puisqu'elle est à la fois en bois et en cuivre, et elle va permettre d'imprimer à une cadence beaucoup plus rapide. Et c'est sur cette presse que vont être imprimés les 2 premiers millions d'assignats sous la Révolution. Donc c'est une presse historique qui est classée, bien sûr. Mais nous montrons également dans notre atelier un certain nombre de presses à platine, à pédalettes, des presses, des massicots bien sûr, des presses aussi Heidelberg, des rotatives, des presses à cylindre plutôt. Donc on a une presse lithographique motorisée, une bête à cornes, ce qu'on appelle la presse à bras pour imprimer des lithographies, une presse aussi pour la phototypie qui ne sert plus. Puis là, voilà notre presse taille douce et la presse de relieur. Alors, la bibliothèque historique, je vais vous en parler rapidement. Nous avons donc 35 000 volumes dans cette bibliothèque. Ce sont des livres qui ont été imprimés du XVIe siècle à nos jours. Donc, Lucille Thévenot est l'une des responsables de cette bibliothèque avec Didier Barrière. Ils sont 2. Nous avons donc, parmi les trésors de cette bibliothèque, nous avons donc cet ouvrage qui doit être le plus ancien de la collection. C'est un ouvrage imprimé avec les Grecs. C'est le premier ouvrage imprimé avec les 3 corps des Grecs du roi, qui a été imprimé donc en 1550. C'est un Nouveau Testament qu'on peut voir ici, qui a été imprimé par, je crois que c'est Robert Estienne.
Nous avons ici un ouvrage imprimé en Garamond, alors avec notre Garamond, c'est l'un des premiers livres imprimés avec notre Garamond en 1649, les mémoires de Messire Philippe de Comines. Ici, c'est le tout premier catalogue, je dirais, qui recense les premiers livres imprimés par l'imprimerie royale, ce qui a été publié en 1650. Donc, c'est 10 années de publication. Il faut savoir que l'imprimerie royale a imprimé plus de 200 ouvrages en une vingtaine d'années. Donc, c'est énorme. L'imprimerie royale avait été créée, bien sûr, pour publier des ordonnances, des décrets royaux, donc elle était vraiment à la disposition du roi, mais elle va servir aussi à glorifier le règne de Louis XIII et de Louis XIV surtout, et vont être imprimés donc un très grand nombre de livres sur ces presses. Alors là, il s'agit donc du catalogue, donc du premier catalogue de cette imprimerie. Ici, il s'agit d'un traité de la conformité du langage avec le grec. Et puis, ce fameux livre, les médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand, qui va donc paraître à Paris. Donc, avec c'est le livre, c'est le premier livre avec lequel qui va être imprimé avec le romain du roi. Donc c'est la première utilisation du romain du roi dans ce livre. Donc à l'extrême fin du XVIIe siècle. Et puis, il va y avoir des livres de fête, à peu près une bonne vingtaine de livres de fête qui vont être donc imprimés sur les presses de l'imprimerie royale sous le règne de Louis XIV, que ce soit des livres ce sont souvent des livres de commémoration, de grandes fêtes données par le roi Louis XIV aux Tuileries ou à Versailles, enfin à Paris aussi. Et on aura donc un très grand nombre ces livres sont richement illustrés par ce sont des in-folios, donc richement illustrés par des grands graveurs de l'époque. Et ces livres, je vous demande 2 secondes, excusez-moi. Voilà. Ces livres, donc, gravés, donc, sont plus des albums d'estampes en quelque sorte. Il y a du texte, mais ce sont surtout des albums d'estampes, donc des planches, des doubles planches gravées, superbement gravées, qui donc vont glorifier le règne de Louis XIV. Donc ces livres sont donc commandés par le roi, vont être offerts donc à d'autres souverains, à des diplomates, à des ministres. Donc il y a toute une série de publications comme ça qui vont être réservées donc à son intention et qui seront réservées donc au cabinet du roi. Voilà un exemple de gravure. Donc ces gravures étaient gravées par les plus grands graveurs de l'époque, que ce soit Sylvestre, Leclerc, Chauveau et Dellink. Donc c'est des graveurs de renom qui ont participé à la réalisation de ces livres. Mais il va y avoir également, le Louis XIV va également demander à ce que soient imprimés des livres recensant les collections royales, que ce soit les tapisseries, les tableaux, les palais. Il y aura également des ouvrages à caractère scientifique, de sciences naturelles, historiques, d'architecture, mathématiques, d'astronomie. Donc tous ces livres vont être imprimés donc, à la demande de Louis XIV et vont en quelque sorte
vont faire partie du cabinet du roi. Voilà un exemple de livre sur l'architecture qui va être donc commandé par Louis XIV à son imprimerie royale. L'imprimerie royale va être amenée également à publier des livres de sciences, comme celui-ci, c'est une description des plantes d'Amérique d'un certain Plumier, Charles Plumier, assez connu comme livre, très richement illustré également. Donc ici, c'était un catalogue de vignettes qui sera imprimé également à la demande du roi pour montrer tout le savoir-faire de l'imprimerie royale en matière d'ornement typographique. Et puis, bien sûr, l'histoire naturelle de Buffon, ça c'est donc c'est un petit peu plus tard. Donc on est au milieu du XVIIIe siècle. Il faut savoir que l'histoire naturelle de Buffon a commencé à apparaître à peu près en même temps que l'encyclopédie du Diderot et d'Alembert. Mais l'histoire naturelle de Buffon, à l'inverse de l'encyclopédie, qui va être imprimée par donc des imprimeurs et des libraires privés, l'histoire naturelle de Buffon va être intégralement imprimée par l'imprimerie royale entre 1749 et jusqu'à la Révolution. Donc on va avoir un très grand nombre de volumes qui vont être imprimés à ce moment-là. Le Buffon, c'est 45 volumes au format in quarto, 45 volumes au format in quarto, qui va être édité par la suite, donc toujours par l'imprimerie royale, en 90 volumes au format in 12. Et le Buffon, ça va devenir un véritable best-seller. On va le rééditer sans cesse. Et ensuite, il sera réédité par d'autres imprimeurs. Mais c'est le best-seller de l'édition française, avec l'encyclopédie, bien sûr, du XVIIIe siècle. Donc, je vais vous montrer là, ici, quelques planches de cette histoire naturelle de Buffon. Il faut savoir que l'édition in quarto, qui comprend donc 45 volumes, elle compte 2700 pages, 2000 planches. L'édition en 90 volumes, elle va compter 40 000 pages, donc beaucoup plus encore. Mais c'est plus petit aussi. Et cette histoire naturelle de Buffon va être suivie d'une histoire naturelle des oiseaux en 10 volumes, in folio, qui va être donc auquel va s'ajouter 5 volumes de planches qui seront gravés et coloriés à la main par Martinet. Donc tout cela va être imprimé sur les presses d'une imprimerie royale. Ici, vous avez donc l'histoire naturelle de Buffon, avec ces animaux qui sont donc gravés. Il y a énormément de planches donc, qui constituent ces volumes. Et nous avons également des planches avec ces animaux avec leurs squelettes, souvent. Donc ça, c'était assez novateur pour l'époque. Le XVIIIe siècle, c'est également le grand siècle des expéditions scientifiques. Donc l'imprimerie nationale, l'imprimerie royale va être sollicitée pour imprimer tous ces livres issus de ces expéditions scientifiques, que ce soit le voyage de la Pérouse autour du monde, avec son volume de texte et son atlas, donc un atlas qui comprend aussi des gravures, des contrées découvertes, visitées, et puis beaucoup de cartes également, beaucoup de cartes qui vont être reproduites dans cet atlas. Tout cela va être donc gravé et imprimé sur les presses de l'imprimerie royale. Donc ici, vous avez donc un autre type de... Alors, il y aura également le voyage de la Condamine, le voyage de... Il y aura d'autres livres de voyage qui vont paraître dans la seconde moitié, on va dire, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
peu près, on conserve à peu près une trentaine de ces livres dans nos collections. Au XIXe siècle, on imprimera beaucoup de livres en oriental, avec là vous avez une grammaire arabe vulgaire, donc à la fois en français et en oriental. Alors c'est suite à l'expédition d'Égypte de Bonaparte que va être créé l'atelier oriental à l'imprimerie nationale. Et on va notamment, alors je voudrais quand même, oui, après on passe à, voilà le Code civil des Français, imprimé donc avec le fameux Didot impérial, je voulais vous le montrer. Et puis la description de l'Égypte. Alors la description de l'Égypte, il faut savoir que tout le monde connaît l'histoire de l'expédition en Égypte de Bonaparte. Donc Bonaparte part en Égypte en 1798 avec une armée de 38 000 hommes. Il emmène avec lui aussi 167 savants. Et parmi ces savants, il y a des naturalistes, des botanistes, il y a énormément des mathématiciens, des cartographes, mais également des imprimeurs. Il y a à peu près une vingtaine d'imprimeurs qui vont faire partie de cette expédition. Et il va aussi embarquer avec lui donc une presse et du matériel d'imprimerie, des poinçons, des caractères, tout un matériel d'imprimerie qui va lui servir d'ailleurs sur place quand il arrivera en Égypte. Et sur place, quand il arrive au Caire, il va donc installer sous ce matériel dans un bâtiment qui jouxtera là où se réunissent tous ces savants. Et l'imprimerie va donc fonctionner pendant 3 ans ainsi, et va donc permettre d'imprimer notamment des ordres qu'il va donner à ses soldats, mais va également permettre d'imprimer des revues sur notamment la décade égyptienne, sur ce que vont découvrir ces savants. C'est ce qui va donner l'idée ensuite à Bonaparte et à Kléber surtout, donc de réaliser un grand ouvrage qui va devenir la description de l'Égypte. Donc l'idée est née effectivement en Égypte, mais elle va être réalisée à Paris. À partir de 1809 va paraître le premier volume de la description de l'Égypte, où sont recensées toutes les découvertes de ces savants. Ça sera la toute première encyclopédie consacrée à un pays, la description de l'Égypte. Donc ce sont 23 volumes. 23 volumes dans 10 volumes de texte et 9 volumes de planches. Donc au total, il y aura 978 planches qui vont être gravées, dont 70 en couleur, selon une technique de gravure bien spécifique, la technique de la poupée. Ce sont des gravures donc en taille douce, ce n'est pas de la lithographie. Je vais vous montrer ces gravures, ces fabuleuses gravures en taille douce, donc d'une très grande finesse, qui vont faire d'ailleurs aussi la gloire de cette description de l'Égypte. Cette description de l'Égypte, elle va être donc publiée à partir de 1809. Le premier volume paraît en 1809 et le dernier en 1828. Donc c'est vous dire si c'est un travail de longue haleine. Ce sont des grands volumes, in folio, qui sont conservés dans certaines bibliothèques, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale. Vous avez toute une collection complète de la description de l'Égypte, et avec même un meuble qui a été conçu à cet effet pour ranger ce livre. Et nous avons aussi une collection complète de cet ouvrage, bien sûr, parce que nous l'avons imprimé. On le voit d'ailleurs, c'est pas forcément des animaux qui ont été pris sur le vif. Mais enfin, bon, c'est vraiment je dirais, une photographie fidèle de l'Égypte de cette époque, parce qu'il y a non seulement la faune, la flore, mais vous avez également dans la description de l'Égypte des bâtiments, des paysages, des temples, des pyramides, bien sûr. Et il y a également un musicologue qui a participé à cette expédition, qui a écrit tout un chapitre sur la musique égyptienne de cette époque, avec tous les instruments qui étaient utilisés. Donc c'est vraiment une mine d'informations sur l'Égypte de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe.
sur les mœurs, les métiers aussi qui étaient en usage à l'époque. Donc cette description de l'Égypte, c'est vraiment le monument éditorial du 19e siècle. On peut considérer que c'est l'un des plus importants monuments éditoriaux du 19e siècle, qui va donner ses lettres de noblesse aussi à l'imprimerie nationale. Il y a plus de 200 graveurs qui vont être sollicités pour graver toutes ces planches, plus d'une centaine de contributeurs pour les textes. Enfin, c'est un véritable trésor. Et nous avons organisé, à partir de cette description de l'Égypte, une exposition l'an dernier, il y a 2 ans, à Douai, à la bibliothèque municipale, ce qu'on a baptisé Napoléon ou le rêve oriental. Donc avec toutes ces collections de livres. Il faut savoir que c'est à partir de là que Néon va... je vous montre quelques illustrations de cette description de l'Égypte. Il faut savoir que donc c'est à ce moment-là que Napoléon va décider de créer un atelier oriental au sein de l'imprimerie royale, impériale, pardon. À l'époque, on est sous l'Empire encore. Et cet atelier oriental va être donc créé par décret en 1813. Et c'est donc à ce moment-là que vont être gravés un très grand nombre de caractères orientaux. Tous les caractères orientaux que je vous ai montrés ont été gravés donc tout au long du 19e siècle. Alors, il y avait déjà un premier noyau qui avait été acquis par Louis XIII auprès d'un ancien ambassadeur, Savary de Brève, qui avait ramené de Constantinople et surtout de Rome, avait ramené des poinçons orientaux. Donc on avait déjà un noyau de poinçons orientaux dans nos collections, mais la collection va énormément se développer au XIXe siècle grâce à Napoléon, qui va créer cet atelier oriental, donc qui va être chargé de former des typographes orientaux qui vont être chargés de graver des poinçons orientaux, qui vont être chargés d'imprimer en oriental. Donc il va falloir aussi s'entourer de savants. Donc l'imprimerie nationale, à l'époque impériale, royale, va énormément travailler avec les académiciens. D'ailleurs, on va beaucoup imprimer pour l'académie, les 5 académies, notamment toutes les séances de travail vont être imprimées par notre imprimerie. Donc il y a quand même énormément de concertation avec l'imprimerie. On va travailler main dans la main avec l'académie, notamment l'Académie de France, et tout cela tout au long du 19e siècle. Alors, on a également cette curiosité dans nos collections qui est une étude sur la pierre de Rosette. On appelle ça c'est une inscription de la pierre de Rosette avec des annotations de Champollion. Alors, c'est bizarre parce que c'est imprimé. On a 2 exemplaires. On n'a pas trouvé d'autres exemplaires dans les autres bibliothèques. Et c'est donc une inscription de la pierre de Rosette. C'est un document de travail de Champollion qui lui a permis, donc, ses travaux de recherche qui l'ont conduit donc à déchiffrer les hiéroglyphes. Il faut savoir que l'expédition d'Égypte a permis donc de découvrir cette pierre de Rosette. C'est un soldat, un officier de l'armée orientale qui a trouvé cette pierre de Rosette à Rosette. Cette pierre, on le sait aujourd'hui, est au British Museum. Elle nous a été confisquée par les Anglais et elle est aujourd'hui exposée au British Museum. Mais à l'époque, il y a eu des inscriptions de cette pierre avant qu'elle parte en Angleterre, qui ont été réalisées par l'ancien directeur de l'imprimerie du Caire, Jean-Joseph Marcel, qui a fait des inscriptions, des estampages de cette pierre, qu'il a ramené à Paris. Il y en a 3 à la Bibliothèque nationale. Et nous pensons que c'est sur ces inscriptions que Champollion a travaillé, entre autres, pour déchiffrer ces hiéroglyphes. Alors, on a bien des livres qui ont été imprimés tout au long du XIXe siècle grâce à ces nouveaux poinçons orientaux qui ont été gravés tout au long du XIXe et puis ensuite qui ont servi à réaliser des caractères et des livres
Donc on a de très nombreux ouvrages en oriental, alors en différentes langues, hein, orientales et extrême orientales aussi, qui ont été donc imprimés, publiés par nos soins tout au long du XIXe siècle, comme ce traité de l'éducation des vers à soie au Japon, donc avec beaucoup de caractères japonais qui ont été utilisés, et puis une simplification des langues orientales. Alors je vous montre quelques-uns de ces livres qui ont été donc réalisés sur nos presses. Le livre des rois, alors on a aussi une collection orientale, mais je n'ai pas trop de temps pour vous en parler, mais une collection orientale qui a été publiée au XIXe siècle avec plusieurs ouvrages magnifiques. On a également donc publié le manuscrit Troano, donc c'est parce qu'on a également des poinçons mayas qui ont été réalisés au XIXe siècle et qui ont permis donc de publier ce manuscrit Troano sur le système graphique et la langue des Mayas. Voilà. Et puis un manuel de la langue coréenne parlée, la langue des Touaregs aussi. On a également donc une police de Touareg, des poinçons et des caractères Touareg qui ont permis donc de réaliser cet ouvrage du Petit Prince en Touareg. Et puis le XXe siècle, c'est le livre de peintre à l'Imprimerie nationale. Au 1900, c'est donc le Romain du Roi est remis à l'honneur, notamment à l'exposition universelle. Il est découvert par un marchand de tableaux qui s'appelle Ambroise Vollard. Ambroise Vollard, ça va devenir le marchand des grands peintres, de Picasso, de Bonnard. Et il va donc s'adresser à Bonnard pour réaliser un livre d'artiste, de peintre plutôt. Et il va être conquis par ce caractère, ce Romain du Roi. Ce Garamond, pardon, c'est un Garamond. Il va être conquis par ce Garamond, qui est le premier caractère de l'imprimerie nationale, et il va donc demander à l'imprimerie nationale d'imprimer cet ouvrage qui va devenir, c'est le tout premier, il est considéré comme le tout premier livre de peintre de l'histoire. C'est donc le Parallèlement de Verlaine, illustré par Bonnard. C'est un recueil de poèmes, donc illustré avec des lithographies en sanguine de Pierre Bonnard. Et puis l'imprimerie nationale va continuer sur la lancée à imprimer un très grand nombre de livres de peintres, notamment les livres de Thériade, qui est donc l'imprimeur de Chagall, notamment. Il va imprimer Cirque de Chagall. Nous allons également imprimer, alors Thériade avait également imprimé beaucoup de livres de Miro, de Matisse. Alors Miro, ici vous avez eu Bureau, donc qui va être imprimé également sur nos presses. Paris sans fin de Giacometti, toujours édité par Thériade. Pardon? Alors on est en couleur, oui, en lithographie. Ici, donc, c'est toujours de la lithographie, là aussi. C'est donc Paris sans fin en lithographie. Et puis, plus tardivement, donc, Pierre-Yves Trémois qui va réaliser ce Bestiaire solaire, qui est un magnifique ouvrage qu'on connaît assez peu, avec des caractères, différents caractères orientaux, gravés, ou avec des poinçons aussi, avec des caractères. C'est magnifique. Puis alors, beaucoup plus récemment, on a publié donc des ouvrages. Alors là, on est devenu éditeur. L'Imprimerie nationale est devenue éditeur dans les années 80. Elle a publié donc ses propres ouvrages, notamment cet ouvrage avec un texte de Butor et mise en scène par Dorny. C'est les caractères. Il s'appelle Caractères, qui utilise tous nos caractères historiques, nos 7 caractères historiques, donc publiés dans les années 90. On a encore quelques exemplaires de ce livre disponibles. Ici, Alice au Pays des Merveilles, ça c'est un livre illustré par Martin Bradley, magnifique livre, grand in quarto, avec des lithographies de Martin Bradley, qui est un artiste britannique. Donc, avec une magnifique mise en page, vous voyez, tout en typographie. Hein, tout ça a été composé, bien sûr, à la main. Ici, vous avez un autre livre de Zanzuki, c'est Le papillon a blanchi d'avoir si peu volé.
donc toujours avec différentes techniques, la typographie, mais pour la reproduction des images, à la fois de la lithographie, de la lino, gravure, je crois. Plusieurs techniques qui ont été mélangées. C'est un livre tout à fait remarquable aussi. Ici, un autre livre donc avec, de Jean Cortot et de Michel Déon, un texte de Michel Déon, illustré par Jean Cortot. Et là, donc, l'étape dans la clairière, donc c'est un livre d'André Fresneau, illustré par Jean Bazaine. Et le Testament de loi, illustré donc par, alors j'ai oublié son nom, mais c'est un livre tout à fait remarquable, donc par cet artiste canadien. Bon. Et là, c'est notre dernier livre, c'est notre avant-dernier livre réalisé par une graphiste, Fanette Mélier, qui a donc utilisé nos caractères orientaux pour réaliser ce livre. Et nous venons de publier donc tout récemment, qui vient de paraître, c'est le Cantique des oiseaux. Cantique des oiseaux, c'est un recueil de poèmes d'Attar, un poète persan du XIIe siècle. Donc on a choisi un certain nombre de poèmes, 7 poèmes en tout, et on a confié l'illustration de ces 7 poèmes à une artiste contemporaine, Sylvie Abelané, qui a réalisé cet ouvrage. Donc je l'ai ici, je peux vous le montrer pour ceux que ça intéresse. Ce sont des gravures en taille douce, et ce livre a remporté le prix Jean Lursa, qui est décerné par l'Académie des Beaux-Arts et l'Institut de France. Donc c'est un livre qui est un tirage limité, bien sûr, c'est un livre de haute bibliophilie, donc intégralement réalisé dans notre atelier. Ici, c'est un autre livre qui a également remporté le prix Jean Lursa il y a 2 ans. C'est le Grindel, illustré par Jacqueline Duhem, donc avec des gravures rehaussées à la main par l'artiste. Et ici, vous avez, alors ce sont des livres donc de clients. On réalise également des livres de bibliophilie pour des clients, notamment l'édition FMA, une illustration de Bernard Aligan. Ici, c'est donc la lumineuse opacité des signes. C'est un ouvrage réalisé pour un club de bibliophilie suisse. Donc ça, c'est tout récent, hein, ça vient de paraître, c'est Editar. Donc là, on a réalisé uniquement la typographie. Et puis, je vais terminer avec ces cahiers de la quinzaine de Charles Péguy. Ça peut vous paraître bizarre, mais on a, à la demande de l'association Charles Péguy, on a réimprimé 15 cahiers, des cahiers de la quinzaine, qui est cette revue de Charles Péguy qu'il a publiée entre 1900 et 1914. Et ils nous ont demandé de reproduire ces livres en typographie à l'identique. C'est-à-dire vraiment avec les coquilles, il fallait que ce soit... donc on a fait un travail, ça a duré plusieurs années, parce que bon, c'est un travail assez fastidieux, puis on a aussi beaucoup d'autres livres en cours, mais là on termine la parution de ces cahiers de la quinzaine, là, ce mois-ci. Donc, c'est vous dire si l'atelier du livre est tout à fait à même de réaliser donc toutes sortes d'ouvrages, que ce soit des livres illustrés, des ouvrages non illustrés. On fait également, aujourd'hui, on a également un atelier de reliure, donc on a une personne qui s'occupe de l'assemblage de nos livres, de la reliure de nos livres, pour les éditeurs qui veulent relier ces livres. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cet atelier, sur l'imprimerie nationale. Mais je pense que le mieux, c'est que vous me posiez des questions, si vous en avez. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce passionnant défilé historique et illustré de cette